Je m'appelle Sarah Delacroix, et le jour où ma famille a volé la ferme de ma grand-mère dans mon dos, quelque chose s'est brisé en moi. Mais pas de la façon dont il l'imaginait. Des mois plus tard, lorsque la vérité a enfin éclaté, je me suis tenu dans le bureau de ce notaire, tenant l'acte de cession de tous les droits signés. Je l'ai fait glisser sur la table alors que le visage de ma mère se vidait de ses couleurs, et je lui ai demandé calmement, « Tu penses toujours que je ne mérite pas cette terre ? Hélène, avant que je commence par le début, dis-moi depuis où tu regardes ça dans les commentaires. » Par un petit matin d'été dans la campagne du Limousin, j'avais de la boue jusqu'aux genoux derrière le poulailler, essayant de remettre en place un loquet cassé, quand ma jeune sœur Rachel s'est pavanée dans la cour avec des talons de 10 cm. Comme si elle arrivait à un défilé de mode plutôt que dans une ferme. « Regarde-toi, dit-elle en rejetant ses cheveux blonds par-dessus son épaule. Profite bien de ta boue, Sarah. Tu ne mérites rien de mieux. » Je me suis redressé lentement, essuyant mes mains sur mon jean. Rachel Delacroix, de 3 ans ma cadette, éternellement dramatique et convaincue que le monde lui devait des applaudissements, me regardait comme si j'étais quelque chose qu'elle venait de racler sous le talon de ses bottes de créateur. « Mieux vaut la boue que les mensonges, » répliquai-je, ma voix plus tranchante que la pince coupante accrochée à ma hanche. Ses yeux s'écarquillèrent. « Pardon ? Tu m'as très bien entendu. Au moins ici, ce que tu vois est ce que tu as. »« Oh, s'il te plaît, » ricana-t-elle en s'approchant. « Tu es juste jalouse parce que mamie ne te servira pas cet endroit sur un plateau d'argent. Prétendre que tu es la sauveuse de la ferme ne fera pas de toi sa propriétaire. »« Je n'ai jamais rien prétendu, » dis-je. « Je suis celle qui fait le travail. » C'est là que les cris ont commencé. Bruyants, désordonnés, émotionnels. Rachel a levé les bras au ciel. « Tu agis comme si vivre ici te rendait spécial. Pendant ce temps, moi, je fais vraiment quelque chose de ma vie. » Faire quoi exactement ? Ai-je lancé. Faire du shopping, te plaindre et traiter la ferme de mamie de fardeau à chaque occasion ? Sa mâchoire se crispa. Tu sais quel est ton problème, Sarah ? Tu penses que tout le monde te doit quelque chose, et tu crois que tout est dû. Nos voix ricochaient contre le bardage en bois de la grange, faisant paniquer les poules qui s'agitaient en tous sens. Pendant un instant, j'ai cru que Rachel allait me gifler. Elle s'est penchée si près que je pouvais sentir son parfum, fort et citronné, douloureusement déplacé dans l'air humide de la ferme. Les filles ? La voix était douce, fatiguée, et tremblait juste assez pour nous figer toutes les deux. Grand-mère Michel, notre petite ancre aux cheveux blancs dans son tablier délavé, se tenait à quelques pas. Ses mains, ridées mais stables, se levèrent doucement comme si elle pouvait écarter l'orage avec rien d'autre que ses paumes. « Assez de disputes, » murmura-t-elle. Cette ferme a entendu trop de cris au fil des années. Pas de la part de mes petites filles aussi. Rachel a immédiatement adopté sa voix mielleuse, celle qu'elle réservait uniquement aux gens qu'elle voulait impressionner. « Désolée, mamie, » dit-elle en touchant délicatement le bras de Michel. Je ne voulais pas hausser le ton. Je me suis mordu la langue. Bien sûr qu'elle ne le pensait pas, mamie s'est tournée vers moi, ses yeux bleus bienveillants remplis de quelque chose que je n'arrivais pas tout à fait à nommer. Tristesse, fatigue, peur. « Sarah, ma chérie, » dit-elle doucement. « Pourquoi ne prendrais-tu pas une pause ? Je peux finir de nourrir les bêtes. »« Ça va, » marmonnai-je, en essuyant mes yeux avant que les larmes n'aient la chance de couler. Rachel eut un petit sourire en coin, une minuscule courbure cruelle de ses lèvres. Puis, comme si notre dispute n'avait été qu'un léger désagrément au lieu d'un incendie, elle se tourna et marcha fièrement vers son SUV blanc étincelant. Le gravier crissa sous ses talons alors qu'elle montait, faisait vrombir le moteur, baissait la vitre et riait. Elle riait. Puis elle démarra en trombe sur le long chemin de terre, laissant un tourbillon de poussière derrière elle et moi, planté là avec de la boue sur mes bottes et une brûlure dans la gorge. Grand-mère Michel posa une main douce sur mon épaule. « Ne laisse pas ces mots te blesser, ma puce. » Mais il l'avait déjà fait. Et alors que je regardais Rachel disparaître au tournant, quelque chose de glacial s'installa dans ma poitrine. Nous n'étions pas juste des sœurs passant une mauvaise matinée. Il y avait une fissure plus profonde dans notre famille, une faille prête à s'ouvrir. Et alors que je me tenais près de ce poulailler, des larmes glissant sur ma joue, je n'avais aucune idée d'à quel point la fracture irait loin, ni de tout ce que je perdrais avant que la vérité n'éclate enfin. Ce soir-là, alors que le soleil fondait en un orange doux derrière les collines,
je sortis sur la terrasse où grand-mère Michel se balançait doucement dans son vieux fauteuil en bois, dont le grincement était aussi familier que sa voix. L'air sentait le chèvrefeuille et la terre chaude. Les lucioles clignotaient paresseusement au-dessus du champ, leurs minuscules lumières flottant comme de petits rappels que certaines choses dans la vie brillaient encore doucement, même quand la famille ne le faisait plus. Mamie leva les yeux au moment où elle entendit la porte-fenêtre soupirer en se fermant. « Viens t'asseoir, ma chérie », dit-elle en tapotant le coussin délavé du fauteuil à côté d'elle. Je m'y laissai tomber, sentant la brise fraîche toucher la chaleur qui persistait encore sur ma peau depuis la dispute de plus tôt. Pendant un moment, nous nous sommes juste balancés en silence, les planches de la terrasse gémissant sous nous en rythme. Finalement, Mamie parla, sa voix fine mais assurée. « Je suis désolé de la façon dont Rachel s'est comportée ce matin. » J'ai essayé de hausser les épaules. « Elle n'a pas été élevée pour traiter la famille comme ça », ajouta doucement Michel, comme si elle avait besoin de dire la vérité à haute voix. « Ce n'est rien que je ne puisse gérer, » murmurai-je, espérant qu'elle n'entendrait pas le mensonge caché sous les mots. Mamie tourna la tête, m'étudiant avec ses yeux doux. « Tu ne devrais pas avoir à gérer ça toute seule. » Je regardais à travers les champs au lieu de répondre. L'herbe dorée ondulait comme une marée lente, et pendant un instant, je m'autorisais à respirer, à laisser la journée s'effacer sans rejouer chaque mot blessant. Mais Mamie n'avait pas fini. « Tu as porté bien plus que ta part sur cette ferme, dit-elle. Et je t'en suis reconnaissante, plus que tu ne le sais. » Je secouai la tête. « Mamie, j'aide parce que je le veux. Tu ne me dois rien. » Elle n'argumenta pas. Elle n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, elle tendit la main à travers le petit espace entre nous et prit la mienne. Sa peau était comme du papier, chaude, familière. Les chaises à bascule craquèrent à nouveau, douces et régulières. Alors que les lucioles s'approchaient, quelques-unes volèrent près de la robe de Mamie, brillant contre le coton pâle comme des étoiles vivantes. « Ta mère m'a appelé plus tôt, » dit-elle soudainement. Mon estomac se noua. Oh. Elle voulait s'excuser pour le comportement de Rachel ? Michel continua, bien que son ton portât quelque chose d'incertain. Mais elle a aussi demandé si je prévoyais de prendre des décisions concernant la ferme bientôt. Mon souffle se coupa. Elle a demandé ça ? Mamie hocha la tête. Je lui ai dit que je n'allais nulle part. Quelque chose dans sa façon de le dire, trop légère, trop rapide, me pinça le cœur. Mamie. Commençai-je, mais elle serra doucement ma main. Ne t'inquiète pas pour moi, Sarah. J'ai vécu sur cette terre toute ma vie. Je connais ses orages, je connais ses saisons, et je connais ma famille, en bien comme en mal. Elle me fit un petit sourire, adoucissant le poids de ses mots. Nous retombâmes dans le silence, calme et paisible cette fois, plutôt que lourd. Le klaxon d'un train résonna faiblement à des kilomètres de là, dérivant sur les champs comme un rappel solitaire que le monde au-delà de la ferme continuait de tourner, que nous soyons prêts ou non. « Tu es une bonne fille », chuchota Mamie après un long moment. « Et tu es restée quand les autres ne l'ont pas fait. » J'avalai difficilement ma salive. « Je suis resté parce que j'aime cet endroit et que je t'aime. » Mamie pencha la tête en arrière, les yeux brillants dans la lumière déclinante. « La famille n'est pas toujours facile, » dit-elle. « Mais la loyauté. Ça, c'est rare. Et tu m'as donné ça chaque jour. » La terrasse craqua sous nous, le moment s'attardant comme les lucioles suspendues dans l'air. Malgré l'amertume de la matinée, malgré la brûlure du rire de Rachel, je sentis une petite vague de paix s'installer dans ma poitrine. Ce moment calme avec elle était la raison pour laquelle je restais, pourquoi je me battais, pourquoi la ferme comptait. Le vent s'enroula autour de nous, soulevant les pointes des cheveux blancs de Mamie alors qu'elle murmurait presque pour elle-même « Merci d'être là avec moi, Sarah ». Et tandis que les lucioles clignotaient à travers le champ et que la dernière lueur plongeait derrière les collines, je serrai sa main en retour, laissant le calme apaiser la douleur de la journée. Mais même dans ce calme, même avec elle à mes côtés, je ne connaissais pas l'orage que notre famille préparait déjà dans l'ombre. Le lendemain après-midi, l'odeur du poulet rôti flottait dans le jardin alors que notre famille se réunissait sous le chêne massif, celui-là même que mon arrière-grand-père avait planté à son retour de la guerre. Une longue table en bois trônait à l'ombre, couverte d'une nappe à carreaux rouges et blancs. Le soleil de fin de journée déversait une lumière dorée à travers les branches, mouchetant les bols de haricots verts, le pain chaud enveloppé dans des serviettes, et le célèbre crumble aux pêches de Mamie qui refroidissait au bout de la table. Pendant quelques minutes tranquilles,
cela ressemblait presque à une tradition, comme si les Delacroix n'étaient pas en train de se déchirer silencieusement. Mes parents arrivèrent ensemble. Ma mère, Hélène Delacroix, immaculée dans un chemisier crème malgré le chemin de terre menant à la ferme, se pencha pour embrasser la joue de mamie. Mon père, Roger, grand et large d'épaules, portait une chaise pliante sous chaque bras comme si la journée était parfaitement ordinaire. Rachel arriva avec son retard habituel, bien sûr, lunettes de soleil perchées sur la tête, et lâcha un soupir dramatique en s'affalant à côté de ma mère. Je restai près de mamie, l'aidant à s'installer dans sa chaise, bien que je ne puisse me défaire du sentiment que tout le monde était venu avec des arrière-pensées. Magnifique festin, maman, dit mon père en se versant du thé glacé. Mamie sourit chaleureusement. Eh bien, j'ai eu de l'aide ces derniers temps. Elle ne me regarda pas directement, mais je sentis sa gratitude comme une douce pression sur mon cœur. Nous nous passâmes les plats, le bruit des couverts et des discussions remplissant l'air chaud. Cela sembla normal un instant, jusqu'à ce que mon père s'éclaircisse la gorge. Alors mamie, dit-il nonchalamment. As-tu réfléchi davantage à la retraite? Les mots tranchèrent le bourdonnement paisible comme un couteau émoussé. Mamie cligna des yeux. La retraite de quoi, Roger? De la ferme, dit-il légèrement, comme si le sujet était anodin. Tu as travaillé cette terre longtemps. Il est peut-être temps de penser à vendre. T'acheter un bel endroit en ville. Quelque chose de plus facile. Je reposai mon morceau de pain lentement, mon pouce serrant derrière mes côtes. Ma mère glissa sa main sous la table et pressa discrètement la sienne. Rachel leva son verre et prit une gorgée délicate, feignant le désintérêt, mais ses yeux glissèrent vers moi de la façon dont elle le faisait quand elle pensait avoir déjà gagné quelque chose. Mamie eut un petit rire doux. Cette terre est ma maison. Pourquoi partirais-je maintenant? Ma mère intervint, sa voix douce comme du miel. Maman, personne ne dit que tu dois précipiter quoi que ce soit, mais tu vieillis. Vivre ici seul n'est pas sûr. Un appartement en ville serait tellement plus confortable. Je ne suis pas seul, répondit gentiment mamie. Sarah est là. Toutes les têtes se tournèrent vers moi. Rachel haussa un sourcil parfaitement épilé. Mais Sarah ne compte pas rester éternellement, n'est-ce pas? Son ton faisait sonner la question comme une accusation. Je levai le menton. Je serai là aussi longtemps que mamie aura besoin de moi. Mon père fit un sourire patient, le genre qu'il utilisait quand il avait déjà décidé quelle devait être la réponse. C'est juste de la planification intelligente, chérie. Les fermes demandent beaucoup de travail, trop pour elle à son âge. Mamie se hérissa. Je ne suis pas impotente, Roger. Personne n'a dit que tu l'étais, apaisa-t-il. Mais la terre a de la valeur, beaucoup de valeur. Tu pourrais vivre confortablement pour le reste de ta vie. C'était là. Le changement, le masque qui tombait. Pas d'inquiétude, pas de soin. De l'intérêt. Rachel tendit la main vers un autre morceau de pain, essayant trop fort de paraître ennuyée. Papa a raison. Tu pourrais voyager, te détendre, profiter vraiment pour une fois. Et qu'arrive-t-il à la ferme? Demandai-je doucement. Ma mère jeta un coup d'œil à mon père. Il jeta un coup d'œil à Rachel. Personne ne répondit. La brise souleva la nappe à carreaux, les assiettes tintant doucement comme si la table elle-même sentait la tension se resserrer autour de nous. Je regardais chacun d'eux, mes parents avec leur sourire poli et répété, Rachel avec son assurance suffisante, et quelque chose se tordit en moi. Ils ne faisaient pas que réfléchir à voix haute. Ils avaient discuté de ça, planifié ça, sans moi, sans mamie. Une boule se forma dans mon estomac alors que mamie prenait son thé avec des mains légèrement tremblantes. La ferme n'était pas juste de la terre. C'était sa vie, son histoire, notre lignée. Pourtant, assise là sous le chêne, entourée de thé glacé et de conversations polies masquant la cupidité, je sentis l'ambiance changer comme un nuage glissant sur le soleil. Quelque chose clochait, quelque chose de plus gros qu'une suggestion décontractée, quelque chose qu'il ne voulait pas que je remarque. Mais je l'ai fait. Je remarquais tout. Et alors que je mordais dans un petit pain chaud qui eut soudain le goût de la poussière, je sus que ma famille voulait plus que m'aider. Ils voulaient le contrôle. Et ils n'allaient pas s'arrêter avant de l'avoir obtenu. La nuit tomba lourdement sur la ferme, épaisse d'humidité et du grondement sourd d'un tonnerre lointain. Quand je grimpai à l'échelle vers le grenier de la grange, mon sanctuaire non officiel depuis l'enfance,
l'odeur du foin, de la poussière et du vieux bois m'enveloppa comme une vieille courte pointe. J'allumai la petite lanterne que je gardais là-haut, sa lueur chaude se répandant sur les poutres en contrebas. Les chevaux bougeaient paresseusement dans leur box, inconscients que le sol sous ma vie avait bougé aussi. Je me laissai tomber sur une vieille malle, les coudes sur les genoux, et rejouer le dîner comme un film dont j'aurais voulu sortir. Le ton de mon père, les coups d'œil rapides de ma mère, le demi-sourire suffisant de Rachel. Tout s'emboîtait comme les pièces d'un puzzle brisé. Des vautours, chuchotai-je dans le silence. Les mots résonnèrent sous les chevrons, sonnant plus vrai à voix haute qu'ils ne l'avaient fait dans ma tête. Je pris la photo encadrée que je gardais coincée près de la lanterne. Une photo en noir et blanc de mamie à 16 ans, assise fièrement sur un cheval pie, le menton levé. Je passai mon pouce sur le cadre, ressentant cette douleur familière de vouloir la protéger comme elle m'avait autrefois protégé. « Mamie, ils veulent t'écarter du chemin, murmurai-je à son moi plus jeune. Ils veulent la terre, l'argent, tout. » Un éclair scintilla à travers les fentes du bardage en bois, illuminant brièvement le grenier. Un grondement suivit, profond et roulant, vibrant à travers les vieilles poutres. Je ne voulais pas croire que ma propre famille pouvait être aussi calculatrice. Mais les regards qu'ils échangeaient, le timing, la douceur dans leur voix qui ne correspondait pas à la faim dans leurs yeux. Ce n'était pas pour la sécurité de mamie. Ce n'était pas pour son confort. C'était pour le contrôle. Et je me sentis malade en réalisant qu'ils planifiaient peut-être cela depuis bien avant aujourd'hui. Ma poitrine se serra alors qu'un autre souvenir refaisait surface. Rachel se vantant le mois dernier d'une « grosse opportunité » à venir. Ma mère demandant nonchalamment à mamie si elle oubliait des choses ou si elle avait besoin d'aide pour gérer l'argent. Mon père parcourant les annonces immobilières sur son téléphone quand il pensait que personne ne le remarquait. Tous des petits cailloux menant ici. Je me penchai en arrière, laissant ma tête heurter le mur de la grange avec un bruit sourd. Bien sûr, marmonnai-je. Bien sûr que c'est ce qu'ils font. Je repris la photo, la serrant fort. Tu leur as fait confiance, mamie, dis-je. Mais moi non. Plus maintenant. Les chevaux bougèrent en bas, leurs sabots frappant légèrement alors que le tonnerre craquait plus fort cette fois. L'orage arrivait vite, et l'air dans le grenier bourdonnait d'une étrange électricité. Pas seulement à cause de la météo, mais à cause de la certitude qui grandissait en moi. Une certitude que je ne m'étais pas autorisé à ressentir jusqu'à ce soir. Je me levai, faisant les 100 pas dans le grenier, mes bottes crissant sur le foin éparpillé. Ils veulent décider pour toi, chuchotai-je. Planifier pour toi. Vendre ta maison juste sous tes pieds. Ma colère monta, vive et brûlante, tranchant à travers la peur. Je regardai par une étroite fenêtre qui encadrait la silhouette du vieux chêne se balançant sous l'orage approchant. Cet arbre était debout depuis plus longtemps que n'importe lequel d'entre nous. Mamie m'avait dit que ses racines descendaient plus profond que les gens ne le réalisaient, tout comme les siennes, tout comme les miennes. Je pris une inspiration, longue et régulière, et laissai la colère se déposer en quelque chose de plus clair, de résolu. Je ne les laisserai pas toucher à cet endroit, dis-je, la voix basse mais solide. Pas un hectare, pas un clou, pas un souvenir. La foudre illumina les champs dans un éclat blanc, et le tonnerre suivit instantanément, assez fort pour secouer la poussière des chevrons. Je ne tressaillis pas. Pour la première fois de la journée, peut-être la première fois depuis des mois, je me sentis stable, concentré, prête. Ma famille voulait un combat qu'ils croyaient déjà avoir gagné. Mais ils avaient oublié une chose. Cette ferme n'était pas la leur, et mamie non plus. L'orage craqua de nouveau au-dessus de ma tête alors que je posais la lanterne, le cadre photo toujours dans ma main. Quoi qu'il prépare, chuchotai-je au visage plus jeune de mamie. Je l'arrêterai, je le jure. Puis le tonnerre roula à travers les collines, profond et final, comme un sceau placé sur le vœu que je venais de faire. 2 matins plus tard, le ciel pesait sur la ferme comme de l'étain terne, l'air lourd de la menace silencieuse d'un autre orage, quand j'entrai dans la cuisine et trouvai ma mère qui m'attendait. Hélène Delacroix se tenait près du comptoir, ses doigts manucurés reposant sur une chemise beige. Elle portait sa tenue habituelle de discussion sérieuse, un pantalon impeccable, un chemisier sans un pli, et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Bien, dit-elle en tapotant le dossier. Tu es là. Nous devons discuter de quelque chose d'important. » Je gardai mes distances. « Où est mamie ? » Elle se repose, répondit-elle, le ton sec.
Et franchement, cela fait partie du problème. Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, elle poussa le dossier à travers la table. Des brochures épaisses en glissèrent. Des photos glacées de seniors souriant dans des pièces au ton pastel. Résidence les Fleurs de Miel. Centre de mémoire les Érables. Le hameau du Couchant, un nouveau départ. Je sentis ma mâchoire se crisper. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je. Ma mère lâcha un soupir sec. Ne sois pas dramatique. Ce sont des options. De très bonnes, je pourrais ajouter. Elle n'a pas besoin d'une maison de retraite, lançai-je sèchement. Hélène croisa les bras, changeant de posture comme si elle se préparait à ma résistance prévisible. C'est à ton tour de la convaincre. Elle te fait plus confiance qu'au reste d'entre nous. Je ne vais pas lui mentir, dis-je, ma voix plate, ses yeux durcis. Ce n'est pas mentir. C'est planifier, être responsable. Pour qui? Demandai-je. Pour elle ou pour toi? Un bruissement dans l'embrasure de la porte me fit regarder. Rachel s'appuyait contre le cadre, bras croisés, le sourire en coin déjà en place. Tiens, si ce n'est pas Sarah la fermière, dit-elle doucement. Maman m'a dit que tu serais têtue. Je ne suis pas têtue, dis-je. Je suis protectrice. Rachel haussa un sourcil. Protectrice ou possessive? C'est difficile à dire parfois. Je l'ignorais et fis face à ma mère. Est-ce que mamie a demandé ça? Elle ne sait plus ce qui est le mieux pour elle, marmonna Hélène. Je fis un pas en avant. Elle sait exactement ce qu'elle veut, et c'est rester ici sur sa terre. Oh, s'il te plaît, ricana Rachel en entrant complètement dans la cuisine maintenant. Elle ne peut pas entretenir l'endroit. Aucun de nous ne peut faire du babysitting éternellement. Je ne fais pas du babysitting, dis-je. Je l'aide. C'est la même chose, répondit-elle en chassant une poussière imaginaire de sa chemise. L'envie de hurler monta, brûlante dans ma poitrine, mais je restai immobile, calme, parce que quelqu'un devait l'être. Ma mère leva de nouveau la brochure. Sarah, nous faisons ce qui est nécessaire. Elle ne peut pas vivre seule. Elle n'est pas seule, dis-je fermement. Elle m'a, moi. Hélène fit une pause, les yeux se plissant avec un tranchant que je n'avais vu que lors des réunions de parents d'élèves à enjeux élevés. Le genre où elle souriait gentiment tout en démolissant quelqu'un avec une précision parfaite. Que arrivera-t-il quand tu changeras d'avis, demanda-t-elle doucement. Quand tu décideras que tu as gâché ta vingtaine liée à une ferme mourante? Quelque chose en moi craqua. Pas bruyamment, pas visiblement. Silencieusement, comme une petite branche cédant sous la pression. Je ne la convaincrai pas, dis-je. Jamais. Rachel leva les yeux au ciel de façon théâtrale. Quelle surprise! Je rangeai les papiers en une pile nette et les glissai vers ma mère. Vous pouvez faire vos plans sans moi. Laissez-la en dehors de ça. Les lèvres de ma mère se pincèrent en une ligne fine. Tu rends cela plus difficile que nécessaire. Je fis un pas vers la porte. Non, dis-je en frôlant Rachel. C'est vous qui le faites. Je sortis avant qu'aucune d'elles ne puisse répondre, laissant la porte moustiquaire claquer derrière moi. Le vent dehors s'était levé, fouettant la poussière à travers la cour en minuscules spirales. Des feuilles sèches dérapaient le long des marches de la terrasse comme si elles essayaient de fuir la tension dans la maison. J'inhalai profondément, laissant l'air piquer mes poumons. Elles se rapprochaient, parlaient derrière des portes closes, préparaient leur angle d'attaque. Et le pire, c'est que je pouvais sentir l'orage se former non pas dans le ciel, mais dans mes propres os. Alors que le vent tirait sur ma chemise et que les brochures restaient intouchées sur la table de la cuisine derrière moi, je savais que quoi que ma famille prévît, ce n'était que le début. 3 semaines calmes s'écoulèrent. La ferme retrouva ses rythmes familiers. Les poules picorant la lumière du matin. Le vieux moulin à vent claquant au loin. Mamie fredonnant en pliant le linge. Jusqu'à un matin d'automne tranchant où tout vola en éclats. Je marchais le long du chemin de gravier vers la boîte aux lettres, écartant du pied une feuille de chêne tombée. L'air s'était rafraîchi pendant la nuit, assez vif pour piquer mes joues. Pour la première fois depuis des jours, je sentais le moindre soupçon de paix. Jusqu'à ce que je la voie. Une épaisse enveloppe officielle. Mon nom inscrit dessus. Mon estomac tomba. Avis de transfert de propriété et de vente.
Les mots se brouillèrent alors que je déchirâme le sceau. Des pages se déversèrent dans mes mains. Contrat, date de dépôt, signature que je ne reconnaissais que trop bien. Celle de ma mère, celle de mon père. Je sentis le monde basculer. Non, non, il n'avait pas fait ça. Je tournai jusqu'à la dernière page, mon souffle saccadé alors que je parcourais les caractères gras. Requête de mise sous tutelle. Michel Delacroix déclaré juridiquement incapable. Ma grand-mère. Incompétente? Dans mon dos? Dans le sien? Mes genoux faillirent lâcher sur place. Ils n'avaient pas seulement parlé, ils avaient agi. Silencieusement, secrètement, légalement. Je serrai les papiers contre ma poitrine et me forçai à respirer alors que mon pouls martelait mes oreilles. La ferme autour de moi sembla soudain étrangère, comme si la terre elle-même reculait devant ce qui avait été fait. Je ne l'ai pas dit à mamie. Je ne pouvais pas. Pas encore. Au lieu de cela, j'attrapai mes clés, le cœur battant à tout rompre, et conduisis sur le long chemin de terre sans un mot. Les pneus soulevaient la poussière en nuages frénétiques alors que je laissais la ferme derrière moi et me dirigeais vers la ville. Au moment où j'atteignis l'étude du notaire, un bâtiment en briques à la peinture verte écaillée, mes mains tremblaient si fort que je faillis lâcher la poignée de porte. À l'intérieur, l'air était trop froid, trop propre, et la réceptionniste m'adressa un sourire poli qui faillit me faire m'effondrer. Un homme en costume gris, la cinquantaine, aux yeux fatigués, sortit d'un bureau latéral. « Vous devez être Sarah, dit-il doucement. Je suis maître Lemaire. Venez. » Je le suivis dans une petite salle de conférence. La porte cliqueta en se fermant derrière nous. « Pouvez-vous m'expliquer ce que c'est » demandai-je en lui tendant les papiers. Ma voix tremblait, mais je m'en fichais. Il feuilleta le dossier, hochant la tête lentement, douloureusement. « Oui, dit-il finalement en posant les documents sur la table. Je crains de le pouvoir. Le silence dans la pièce s'approfondit, se resserrant autour de ma gorge. Vos parents ont déposé une demande de mise sous tutelle pour votre grand-mère la semaine dernière, expliqua-t-il. Ils ont affirmé qu'elle n'était plus capable de gérer ses affaires. Sur la base de l'évaluation médicale qu'ils ont soumise, le juge l'a approuvée. Un son froid et creux m'échappa. Mi-hoquet, mi-incrédulité. Mais elle va bien, dis-je. Elle cuisine, elle jardine, elle paie ses factures. Elle. Je comprends, dit le maire en levant une main doucement. Mais tout ce que le tribunal voit, ce sont des papiers, et les papiers étaient convaincants. Je saisis le bord de la table assez fort pour que mes jointures blanchissent. Alors ils peuvent juste tout prendre? Juste comme ça? Il hocha la tête solennellement. Ils ont déjà initié la vente de la propriété, et puisqu'ils sont maintenant ses tuteurs légaux, ils n'ont pas besoin de son consentement. Je sentis mon cœur se fissurer. Mes propres parents, chuchotai-je. Ils lui ont fait ça. À toutes les deux, corrigea Théil doucement. Je m'effondrai dans la chaise derrière moi, étourdi. Le bourdonnement silencieux de l'horloge du bureau semblait cruel, continuant à tic-taquer comme si mon monde ne venait pas de s'effondrer. Qu'est-ce que je fais? Demandai-je finalement. Maître Lemaire croisa les mains. Juridiquement, vous pouvez contester la tutelle, mais cela nécessitera des preuves. Des rapports médicaux, des témoignages, et du temps. Du temps. La seule chose que nous risquions de ne pas avoir. Ma gorge se serra. Ils vont prendre sa maison. Ils vont l'arracher à tout ce qu'elle connaît. Il ne répondit pas. Il n'avait pas à le faire. La vérité était assise entre nous comme une pierre. Je me levai lentement, rassemblant les papiers avec des doigts raides. Mes jambes ressemblaient à de l'argile humide alors que je me dirigeais vers la porte. « Sarah » appela doucement le maire alors que j'atteignais le couloir. « Je suis désolé. » Je hochai la tête, incapable de parler. Le trajet de retour fut silencieux. Pas de radio, pas de pensée, juste le choc s'installant comme du givre sur chaque centimètre de moi. Quand je m'engageais dans l'allée de gravier, mamie était assise sur la terrasse, son tricot sur les genoux, inconsciente que le monde qu'elle avait passé 8 décennies à construire venait d'être volé. Je ne pouvais pas lui dire encore. Pas comme ça. Pas tant que ma voix tremblait encore. Alors, j'avalai l'effroi et me forçai à marcher vers elle, les papiers brûlants dans mes mains. Sur les marches de la terrasse, avant même qu'elle ne lève les yeux,
je sentis le poids de l'avenir changer, sombre et lourd. L'orage avait enfin éclaté, et rien dans cette ferme ne serait jamais plus pareil. Au moment où la lumière de l'après-midi obliquait sur la terrasse, je trouvai enfin assez de force pour m'asseoir à côté de mamie et tout lui dire. Chaque détail laid, chaque trahison ancrée sur ces papiers maintenant froissés par mes mains tremblantes. Le thé de mamie fumait doucement devant elle. Elle ne le prit pas tout de suite, repliant juste ses doigts autour de la tasse comme si elle se préparait contre un vent froid qui ne l'avait pas encore touchée. Mamie. Ma voix se brisa. J'avalai ma salive et essayai à nouveau. Ils ont demandé la tutelle sans te le dire, ni à moi. Ces aiguilles à tricoter s'arrêtèrent de bouger. Je glissai la vis sur la petite table entre nous. Ma main tremblait tellement que je dus stabiliser les papiers. Elle ne baissa pas les yeux tout de suite. Au lieu de cela, elle me regarda vraiment, avec des yeux qui avaient adouci chaque genou écorché et chaque cœur brisé que j'avais eu. Qu'est-ce que ça veut dire, demanda-t-elle, sa voix fine comme le premier givre. Ma gorge se serra. Ça veut dire qu'ils ont dit au tribunal que tu ne peux plus prendre de décision, que tu es incompétente. Le mot me brûla la bouche. Et le juge les a crus. Elle ne baissait toujours pas les yeux. Ses doigts s'enroulèrent autour des miens, chauds et fragiles. Ils vendent la ferme, chuchotai-je. C'est laquelle baissa enfin le regard. Les papiers bruissèrent doucement alors qu'elle les tirait plus près. Ses yeux parcoururent la page en mouvement lent et prudent, son souffle se coupant une fois, deux fois, à peine audible. Une larme glissa sur ma joue avant que je puisse l'arrêter. Je suis tellement désolé, mamie. Je ne savais pas. Je n'ai rien vu venir. Mamie ne pleura pas. Elle ne haleta pas. Elle ne s'énerva pas. Elle mit juste les papiers de côté et prit son thé, levant la tasse avec une stabilité qui me stupéfia. S'ils veulent me déplacer, dit-elle enfin, ils le feront. Je la fixai. Quoi? Mamie, non. On peut se battre. Je vais me battre. Elle prit une petite gorgée, ses mains tremblant à peine. Sarah, les gens font ce qu'ils veulent quand la cupidité s'empare d'eux. J'ai vu passer assez d'années pour savoir ça. Ma voix se tendit. Mais c'est ta maison, ta vie. Tu as tout construit ici. Mamie hocha la tête. Et ils veulent ce qu'elle vaut, ma chérie, pas ce qu'elle signifie. Son calme coupait plus profondément que si elle avait crié. Je serrai mes poings contre mes genoux. Je ne les laisserai pas t'emmener, ni prendre cette ferme. Je te le promets. Ses yeux se levèrent vers les miens, doux comme du déni musé. Toi, Sarah. Toi, tu te bats. Les mots résonnèrent dans ma poitrine, une force fragile se tissant à travers mon chagrin. J'avalai difficilement. Je le ferai, mamie. Je promets que je vais arranger ça, quoi qu'il arrive. La terrasse autour de nous sembla plus petite alors, comme si les murs du monde se resserraient. Même les grillons semblaient plus silencieux, comme s'ils écoutaient. Mamie se pencha en arrière dans son rocking chair, tenant toujours ma main. Quoi qu'il arrive, souviens-toi que cet endroit est plus que du bois et de la terre. C'est une mémoire, un héritage. C'est nous. Une brise passa, fraîche et fine. Et pendant un instant, les lucioles du jardin clignotèrent vers la terrasse. De minuscules lanternes dansant dans le crépuscule grandissant. Je posai doucement ma tête contre son épaule, laissant mes larmes tomber silencieusement. Elle ne les essuya pas, ne me fit pas taire. Elle se balança simplement avec moi dans la lumière déclinante, son souffle régulier, sa présence une encre tranquille dans un monde qui basculait soudain sous nos pieds. Et même si elle m'avait dit de me battre, je pouvais sentir à quel point elle était fatiguée, usée, prête à se rendre. Pas par faiblesse, mais par cœur brisé. Je serrai ma main autour de la sienne, m'ancrant dans cette chaleur fragile. Dans cet espace rétrécissant et ombragé, le chagrin et la détermination se tressèrent si étroitement en moi que je ne pouvais dire où l'un finissait et l'autre commençait. Le lendemain matin s'ouvrit gris et froid, une fine brume pendant bas sur les champs alors que je m'engageais sur le parking de la maison de retraite. Mon cœur battait si fort qu'il semblait pouvoir meurtrir mes côtes de l'intérieur. Je serrai le volant un instant, les jointures blanches. Il l'avait déplacé pendant la nuit, sans me le dire, sans lui dire. Cette pensée me tordit l'estomac, mais tout ce qui m'importait maintenant était d'arriver jusqu'à elle, de la voir, de m'assurer qu'elle allait bien. Je me précipitai par l'entrée,
la porte automatique soupirant en s'ouvrant comme une excuse réticente. L'odeur me frappa en premier. Eau de javel, vieux drap, quelque chose de métallique en dessous. Une infirmière à l'accueil leva les yeux, me donnant un sourire crispé. « Bonjour, dis-je hors d'haleine. Je suis là pour voir Michel Delacroix. Elle a dû être admise la nuit dernière. » Le sourire de l'infirmière vacilla. Elle jeta un coup d'œil à son écran, sa main toujours sur la souris. Je sentis le changement dans l'air avant même qu'elle ne parle. « Oh, chuchota-t-elle. Vous êtes Sarah. » Mon pouls trébucha. « Oui, je suis sa petite fille. J'ai besoin de la voir. » L'infirmière se leva lentement, contournant le bureau comme si elle approchait quelqu'un en état de choc. « Mademoiselle, sortons un instant. »« Quoi? Pourquoi ?» Ma voix monta, fine et tremblante. « Où est ma grand-mère ?» Elle me guida vers les doubles portes menant à une petite cour intérieure. Ma peau picota. Quelque chose n'allait pas, terriblement pas. Nous sortîmes dans l'air froid et elle se tourna vers moi avec des yeux doux et prudents. « Elle est partie cette nuit, » dit l'infirmière doucement. Paisiblement. Le monde devint silencieux. Pendant un instant, je ne pus ni respirer, ni entendre, ni bouger. La brume autour de nous se brouilla en traînées pâles alors que ma vision vacillait. Non, chuchotai-je. Non, elle. Elle allait bien. Elle allait bien hier. L'infirmière tendit la main vers mon bras. Je suis tellement désolé. Je me reculai, titubant en arrière. Un son bas et brut s'arracha de ma gorge, quelque chose que je ne reconnus pas comme ma propre voix. Ils l'ont prise de chez elle, chuchotai-je. Ils l'ont déplacée ici contre sa volonté. Elle a dû avoir peur. Elle n'a pas eu peur, je vous le promets, dit l'infirmière doucement. Elle n'était pas seule. Elle s'est endormie et ne s'est pas réveillée. Mais cela n'apaisa pas le feu montant dans ma poitrine. Cela n'apaisa pas la vérité griffant mes entrailles. Ils avaient volé sa maison. Ils avaient volé sa paix. Et maintenant elle était partie. Mes mains tremblaient alors que je cherchais mon téléphone. Le numéro de ma mère brillait sur l'écran comme un fil sous tension. J'appuyai sur appel avant de pouvoir réfléchir, avant de pouvoir m'arrêter. Elle répondit à la première sonnerie. Sarah, chérie. Elle est morte. Je ne reconnus pas ma voix. Elle sonnait comme quelqu'un se tenant au bord de la rupture. Grand-mère est morte à cause de toi. Un long silence. Puis ma mère expira sèchement. Eh bien, dit-elle, le ton plat comme une planche à découper. Ça n'a plus d'importance maintenant. La propriété est presque à nous. Mon cœur s'arrêta. Qu'est-ce que tu viens de dire? Oh, ma puce, soupira-t-elle comme si j'étais dramatique. Il ne sert à rien de se battre plus longtemps. La vente est pratiquement finalisée. On pourra parler des arrangements plus tard. Mais pour l'instant. Je raccrochai. Pas parce que je voulais mettre fin à la conversation, mais parce que si j'avais entendu un mot de plus, j'aurais hurlé jusqu'à ce que le bâtiment s'effondre. Le téléphone glissa de mes doigts et heurta le béton avec un bruit mat. Mes genoux flanchèrent, mais je me rattrapai au banc à côté de moi, l'air sciant mes poumons. La brume, le froid, le gris, tout se brouilla alors que la vérité me frappait comme un marteau. Ma famille se fichait qu'elle soit partie. Ils se souciaient que la terre soit presque à eux. Le chagrin surgit, brûlant, si chaud qu'il traversa le brouillard et le remplaça par quelque chose de plus tranchant, plus féroce, plus sombre. La rage. Pas le genre qui vous fait crier. Le genre qui vous fait agir. Une tempête rugit à travers moi, plus forte que le tonnerre qui avait roulé sur la ferme la nuit où j'avais fait mon vœu. Je ne vous laisserai pas prendre sa maison, chuchotai-je, la voix tremblante mais certaine. Pas maintenant, jamais. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je cessais de me sentir en infériorité numérique. Maintenant, je me sentais inarrêtable. Le ciel était un drap gris terne le matin des funérailles. Le genre qui semblait assez lourd pour presser le souffle hors de vous. Alors que je me tenais seul sous le saule pleureur au bord du cimetière de la colline, les branches se balançaient comme de longs rideaux verts me protégeant des groupes de personnes en deuil rassemblés quelques mètres plus loin. Des gens étaient venus, voisins, vieux amis de l'église, parents éloignés, mais je ne voyais aucun d'eux. Mes yeux restaient fixés sur le simple cercueil en pin reposant à côté de la terre ouverte.
Ma grand-mère, mon ancre. Parti. Derrière moi, le doux crissement de pas attira mon attention. Ma mère, Hélène, marchait lentement entre les rangées de tombes, habillée de pied en cap en noir, son maquillage parfaitement fait pour l'occasion. Roger traînait à ses côtés, lui offrant son bras. Rachel marchait un pas derrière eux, tamponnant ses yeux avec un mouchoir qui semblait bien trop théâtral pour être sincère. Je ne bougeais pas vers eux. Je ne parlais pas, ne reconnus pas le spectacle qu'ils donnaient. Le prêtre commença le service, la voix tremblant légèrement dans la brise. Écriture, souvenirs, phrases douces sur une vie bien vécue. Tout se brouilla, un bourdonnement doux que j'entendais à peine. Mes parents se tenaient épaule contre épaule, l'image d'une famille en deuil. Rachel reniflait dramatiquement, serrant son sac à main comme si elle auditionnait pour une tragédie. Je gardai mon regard sur le cercueil, mes mains verrouillées ensemble si fort que les jointures blanchirent. Quand ce fut fini, quand la dernière poignée de terre tomba doucement contre le bois, je chuchotai dans un souffle. Je vais arranger ça, mamie. Je le promets. Personne ne m'entendit, pas même le vent. Une semaine plus tard, l'atmosphère n'aurait pas pu être plus différente. L'étude de Maître Lemaire en ville bourdonnait du faible bruit des néons et du froissement de la paperasse. La table de conférence était longue, polie, intimidante. Mes parents étaient assis en face de moi, leurs expressions composées, mais tendues. Rachel était assise à côté d'eux, faisant tourner un stylo comme si elle possédait les lieux. Je m'assis seul à l'extrémité opposée de la table, parce que personne d'autre dans ma famille n'avait gagné le droit de s'asseoir à côté de moi. Maître Lemaire s'éclaircit la gorge. Nous sommes ici aujourd'hui pour la lecture du testament de Madame Michel Delacroix. Mon père se pencha en arrière, bras croisés nonchalamment. Les lèvres de ma mère étaient pressées en une courbe satisfaite, celle qu'elle portait quand elle pensait qu'une affaire était aussi bonne que réglée. Rachel avait l'air d'attendre qu'un chèque lui soit remis personnellement. Lemaire déplia le document. Au moment de son décès, la succession de Madame Delacroix comprend toutes les propriétés, structures, bétail et comptes financiers sous le registre de la ferme de Beauvallon. Ma mère se redressa fièrement. Mon père hocha la tête comme si cela confirmait simplement ce qu'il croyait déjà. Lemaire continua. C'est la directive de Madame Delacroix que tous les biens et actifs, y compris le compte complet de la ferme de Beauvallon, totalisant 9 millions d'euros, soient transférés uniquement à sa petite-fille, Mademoiselle Sarah Delacroix. Le silence frappa la pièce comme un marteau. Hélène halta, une main volant à sa poitrine. Rachel laissa tomber son sac, le bruit résonnant contre le parquet. Roger se pencha brusquement en avant, le visage virant au rouge. « Quel argent » aboya-t-il. Lemaire ajusta ses lunettes calmement. Les droits d'exploitation de la source minérale de Madame Delacroix sont arrivés à maturité en une réserve lucrative. Elle a choisi de garder cette information privée et a placé tous les actifs au nom de Mademoiselle Delacroix il y a plusieurs mois. La pièce se figea. Je restai complètement immobile, le poids des révélations s'installant dans mes os. Ma grand-mère avait su. Elle avait tout su, et elle m'avait protégé de la seule façon qu'elle pouvait, en sécurisant la terre avant qu'il ne puisse la toucher. Le calme de ma mère se fissura là. Il doit y avoir une erreur. Michel ne déshériterait jamais ses propres enfants. Rachel claqua sa paume sur la table. C'est de la folie. Elle n'aimait même plus être à la ferme. Je ne dis pas un mot, ne clignez pas des yeux, ne détournez pas le regard des gens qui avaient volé les derniers jours de ma grand-mère et essayé de voler son héritage aussi. Lemaire brandit les papiers signés. Les volontés de Madame Delacroix sont notariées, attestées par témoins, et juridiquement contraignantes. La pièce vibra d'incrédulité, de fureur, et de quelque chose de beaucoup plus silencieux en dessous. La peur. Ma mère me foudroya finalement du regard, sa voix sifflante. Comment l'as-tu convaincu de faire ça ? Je soutins son regard, laissant chaque once de mon chagrin, de ma trahison et de ma résolution nouvelle aiguiser mes mots. Je ne l'ai pas convaincue, dis-je calmement. Elle a vu ce que vous faisiez bien avant moi. Personne ne parla après ça. Pas ma mère, pas mon père, pas Rachel qui avait l'air d'avoir avalé un citron entier. Lemaire se leva. Sauf s'il y a des questions, ceci conclut la lecture. Il y avait des questions. Des questions qu'il hurlerait plus tard. Des questions qu'il me lancerait comme des pierres, mais aucune qu'il pouvait poser en toute sécurité devant un homme ayant l'autorité légale.
Alors, je me levai, rassemblai le dossier de ma grand-mère, et sortis de la pièce sans regarder en arrière. Derrière moi, la vie que ma famille pensait contrôler s'effondrait dans un silence stupéfait. Cet après-midi-là, les nuages d'orage s'ouvrirent enfin au-dessus de la ville alors que je retournais dans le bureau de le maire, convoqué pour une dernière clarification, bien que je susse déjà exactement ce que ce serait. La salle de conférence semblait plus étroite cette fois, chargée de rage résiduelle. Mes parents étaient assis raidement, Rachel faisant les 100 pas comme une mèche attendant de s'allumer. Le maire entra, ajustant ses dossiers. Avant de conclure, dit-il, il y a une dernière affaire que Madame Delacroix a préparée à l'avance. Ma mère expira sèchement. Quoi encore? Le maire ouvrit une enveloppe scellée. La documentation du transfert des droits d'exploitation de la ferme de Beauvallon. Madame Delacroix les a enregistrés uniquement au nom de Sarah il y a des mois. Un battement de silence, puis la pièce explosa. C'est un mensonge, hurla Rachel, se jetant vers la table. Elle n'aurait jamais fait ça. Le maire fit glisser les documents hors de sa portée avec un calme rodé. Signé, notarié, témoigné, incassable. Roger bondit sur ses pieds. Des droits d'exploitation? Michel n'a jamais même mentionné. C'était le but, coupa le maire doucement. La voix de ma mère se brisa en un chuchotement aigu. Comment a-t-elle osé agir dans notre dos? Je me forçai à rester immobile, agrippant la chaise si fort que mes doigts me faisaient mal. L'orage dehors fit trembler la fenêtre, le tonnerre ponctuant chaque accusation que leur visage me lançait. Rachel se tourna soudainement vers moi, les yeux fous. Tu l'as manipulé. Tu l'as empoisonné contre nous. Je sentis la chaleur monter dans ma poitrine, mais je retins les mots. Je n'avais pas besoin de me défendre. Mamie l'avait déjà fait pour moi. Elle savait, chuchotai-je. Elle savait exactement ce que vous feriez. Pendant un battement de cœur, tout se figea. Puis Rachel se jeta de nouveau, visant les documents comme si elle pouvait déchirer la vérité à main nue. Le maire la bloqua sans accroc, glissant le dossier dans un tiroir. Mademoiselle Delacroix, dit-il sévèrement. Touchez encore à ces papiers, et je vous fais expulser. Le souffle de Rachel venait par à-coups irréguliers. Le visage de ma mère se vida de toutes couleurs. Mon père fixait le sol, mâchoire serrée, incapable de croiser mon regard. Je pris une respiration lente et régulière, parce que c'était le moment que j'avais attendu. Le moment où tout basculait. Le moment où je sortais enfin de leur ombre. Si vous avez fini, dis-je calmement, je pars. Et je le fis. Je sortis alors que leur voix s'en mêlait derrière moi. Rage, incrédulité, déni désespéré résonnant dans le couloir. Je ne regardais pas en arrière. Pas une fois. Dehors, l'orage frappa de plein fouet, la pluie balayant le trottoir comme si le ciel lui-même comprenait exactement ce qui venait d'être lavé. Au moment où j'atteignis la ferme ce soir-là, l'orage s'était brisé en une bruine douce, le genre qui laissait le monde avec une odeur de terre mouillée et de faim. Je me garai près de la vieille grange et sortis lentement, respirant l'air frais. Le champ s'étendait devant moi en vagues sombres et roulantes, le sol riche et brillant sous la lumière grise déclinante. Pour la première fois depuis des semaines, la terre ne semblait pas m'échapper. Elle semblait attendre. Je marchais devant la grange, mes bottes s'enfonçant dans le sol ramolli, jusqu'à ce que j'atteigne le vieux chêne au bord du pâturage. Ses branches s'étendaient larges et anciennes, l'écorce épaisse et noueuse. Mamie avait toujours dit que l'arbre était creusé de secrets. Des racines de la croix dans tous les sens du terme, avait-elle l'habitude de plaisanter. Ce soir, je ne riais pas. Je m'agenouillai à la base du chêne, la boue fraîche contre mon jean, et pressai ma main contre l'écorce épaisse. Je sais que tu as laissé quelque chose, chuchotai-je. Tu en savais toujours plus que tu ne le laissais paraître. Un éclair scintilla faiblement au loin maintenant, et le vent bruissa à travers les branches comme pour m'encourager. Je plongeai mes doigts dans la terre molle, creusant poignée après poignée, jusqu'à ce que mes ongles soient remplis de boue. Puis mes doigts heurtèrent du bois. Mon souffle se coupa. Je brossai la terre jusqu'à ce que le contour d'une petite boîte usée par le temps apparaisse. Je la soulevai précautionneusement, le cœur battant à un rythme lent et lourd. Le couvercle s'ouvrit en grinçant. À l'intérieur reposait une simple note pliée attachée avec de la ficelle. Ma gorge se serra alors que je la dénouai avec des mains tremblantes. Sarah. Je savais qu'ils essaieraient.
Tu as toujours été celle destinée à protéger cet endroit. Maintenant, construis quelque chose de mieux. Mamie. Les mots se brouillèrent alors que les larmes remplissaient mes yeux. Chaude, rapide, inarrêtable. Elle savait. Elle savait tout avant même que cela n'arrive, et elle m'avait fait confiance pour finir le combat. Elle n'avait pas eu la force de le finir elle-même. La bruine s'épaissit, les gouttes de pluie se mêlant à mes larmes alors que je serrais la note contre ma poitrine. Pour la première fois depuis sa mort, le chagrin ne m'effondra pas. Il me nourrit. Une portière de voiture claqua quelque part derrière moi. Je me figeai. Des pas firent floc-floc à travers l'herbe mouillée, lourd, familier, deux paires. La voix grave de mon père murmura quelque chose que je ne pus distinguer. Le ton plus tranchant de ma mère suivit. Ils marchaient vers la maison et ils n'avaient aucune idée que j'étais aussi loin sur la propriété. Mais ils étaient venus juste comme je savais qu'ils le feraient. Ils ne pouvaient rien laisser tranquille, pas même maintenant. Je fermai la boîte, la glissant en sécurité sous mon bras, et essuyai la boue de mes paumes sur mon jean. Je me levai, mon souffle se stabilisant alors que la pluie ruisselait sur mon visage. Je le ferai, mamie, chuchotai-je aux chênes, à la terre, à l'air de la nuit qui semblait si étrangement immobile. Je le jure. Le vent se leva doucement, presque comme un signe de tête. Je me tournai vers la maison, vers les silhouettes bougeant dans la pénombre, vers l'orage, attendant d'éclater à nouveau. Seulement cette fois, je n'étais pas celle qui serait prise au dépourvu. Et alors que je marchais à travers le champ, trempé et déterminé, je savais exactement ce qui allait suivre. Le printemps rampa sur la campagne française en vert et or tendre. La ferme commença enfin à paraître vivante à nouveau, vraiment vivante, pas juste en survie. Et pour la première fois depuis que mamie était passée de l'autre côté, la terre semblait respirer avec moi plutôt qu'à travers moi. 3 mois s'étaient écoulés, bien que cela semblât à la fois plus long et plus court. Le deuil a une façon d'étirer le temps comme du caramel mou. Mais chaque matin, quand je sortais sur la terrasse et regardais à travers les champs, la douleur dans ma poitrine passait un peu plus de la blessure à la raison d'être. Ce but avait un nom maintenant, le refuge de mamie. Le panneau n'était pas encore posé, mais le travail était déjà en cours. Des bénévoles de la ville, instituteurs, familles d'accueil, vieux voisins qui se souvenaient de la gentillesse de Michel venaient chaque week-end avec des ceintures à outils et des plats faits maison. La grange, autrefois sombre et usée, résonnait maintenant du bruit des marteaux et des rires. À l'intérieur, les anciens box à chevaux se transformaient en espaces d'apprentissage lumineux. Une salle pour les cours de jardinage, une autre pour les soins aux animaux, une mezzanine pour les devoirs et le soutien scolaire. Des enfants de l'aide sociale à l'enfance venaient le samedi, traînant à travers les champs avec de grands yeux, touchant le museau des chevaux, plantant des graines dont mamie aurait insisté pour leur apprendre les noms. C'était ce qu'elle avait voulu dire. Construis quelque chose de mieux. Je marchais le long des parterres du jardin avec une femme nommée Carmen, l'une des coordinatrices. Elle pointa du doigt le poulailler reconstruit. Tu sais, dit-elle avec un sourire chaleureux, je n'ai jamais vu les enfants aussi excités par quoi que ce soit. Tu leur donnes quelque chose de spécial ici. J'essaie juste de l'honorer, répondis-je. Elle méritait quelque chose qui lui survive. Carmen pressa mon épaule. Et c'est ce que tu fais chaque jour. Je regardais à travers le champ où 2 enfants faisaient la course avec les chevaux, riants, libres, entiers d'une façon que je ne reconnaissais que trop bien. Ils ressemblaient à ce que j'étais bien avant que ma famille n'apprenne à prendre des morceaux de moi sans demander. Le vent portait l'odeur du foin frais alors que je retournais vers la terrasse où mon ami Julien, l'un des bénévoles, serrait le dernier boulon d'un banc en bois. Il essuya la sueur de son front. On aura cet endroit prêt pour le programme d'été, tu verras. Je souris doucement. On dirait déjà son rêve. Il hocha la tête. Peut-être, mais c'est ton avenir. Les mots me frappèrent plus fort que je ne l'attendais. Je jetai un coup d'œil à la maison de ferme, la peinture écaillée, les marches grinçantes, l'endroit qui contenait chaque version de moi, même celle que je pensais avoir perdue quand ma famille a essayé de nous arracher cette terre. Maintenant, quelque chose de nouveau fleurissait dans son sol. Les voix des enfants s'élevaient au loin, criant, riant, pleines d'espoir. Le son remplissait l'air comme un second battement de cœur. Je chuchotai dans la brise, c'est ce que tu voulais, mamie. Quelque chose qui continue de vivre. Et la brise, douce, chaude, familière, sembla répondre. 1 an plus tard,
l'air d'été s'installe à chaud et immobile sur le cimetière de la colline alors que je marchais le long du chemin familier vers le saule pleureur. Un petit bouquet de tournesol bercé dans mon bras. Le vieux pick-up de la ferme tic-taquait doucement derrière moi alors qu'il refroidissait à l'ombre, portant l'odeur de terre et de foin qui collait toujours à moi maintenant. Mon parfum, comme Julien aimait me taquiner. Ça ne me dérangeait pas. La terre m'avait façonné, tenu, sauvé. Je passais sous les branches en cascade du saule et m'agenouillais près de la tombe de mamie. Sa pierre tombale était simple, exactement comme elle l'avait demandé. Pas de marbre, pas d'ange, juste son nom, ses années, et une ligne que j'avais choisie, enracinée dans l'amour. Je balayais quelques feuilles tombées, puis plaçais les tournesols à la base. Des fleurs lumineuses, audacieuses, têtues. Tout comme elle. « Salut, mamie », chuchotai-je en m'installant sur l'herbe à côté d'elle. Ça fait 1 an, même si certains jours, j'ai l'impression que tu viens juste de partir sur la terrasse pour faire du thé. Un vent doux agita les branches du saule, les balançant doucement. La photo attachée à la croix en bois, celle de moi souriant à côté d'un poulain nouveau-né il y a 20 ans, volta sur les bords. Tu avais tout prévu, dis-je avec un petit sourire. Même ton propre au revoir. Ma voix ne tremblait pas comme avant. Le chagrin était toujours là, tissé en moi, mais il ne me vidait plus. Il me stabilisait. Tu savais ce qu'ils essaieraient, et tu savais comment protéger la ferme mieux que n'importe lequel d'entre nous. Je tendis la main, touchant le bord de sa photo. Je pensais que je te sauvais, chuchotai-je. Mais toi, tu m'as sauvé. Une larme solitaire glissa sur ma joue, pas lourde de tristesse cette fois, mais de gratitude, profonde, chaude, féroce gratitude pour une femme qui avait laissé derrière elle plus que de la terre ou de l'argent. Elle avait laissé des racines, un but, un héritage qui s'étendait bien au-delà de ses années. Comme en réponse, les feuilles du saule bruissèrent à nouveau, douces comme une berceuse. Je me levai lentement, brossant la terre de mes paumes. Au loin, des rires dérivaient à travers les champs. Les enfants du refuge de mamie courant à travers les rangées du jardin, leur joie portant à travers la chaleur de l'été. La vie, une nouvelle vie poussant exactement là où la vieille douleur était enterrée. Je jetai un coup d'œil à la tombe une dernière fois. Merci, dis-je doucement. Pour m'avoir fait confiance. Pour tout. Puis je me tournai vers la lumière du soleil perçant à travers les nuages, la laissant réchauffer mon visage alors que je retournais au pick-up, vers la ferme, vers le travail qui garderait l'héritage de mamie vivant longtemps après que nous soyons toutes les deux parties. Parce que l'héritage n'est pas de la terre ou de l'argent. C'est du courage transmis en silence jusqu'à ce que quelqu'un ose enfin le dire à voix haute. C'était la fin de l'histoire. Et maintenant, debout ici 1 an plus tard, je me demande encore, est-ce que Rachel aurait dû assumer ce qu'elle a fait lors de la lecture du testament et enfin s'excuser, ou son silence était-il juste une autre trahison que nous étions tous censés accepter? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'elle a fait la bonne chose, ou ce que vous croyez qu'elle aurait dû faire à la place. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci.